Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de Club Média 7, l'émission qui met le curseur sur les sujets majeurs de l'actualité nationale et internationale. Et pour cet exercice de décryptage, je reçois ce dimanche soir Boris Tougan, directeur général du quotidien L'Enquêteur. Boris Tougan, bonsoir. Bonsoir, Enaïk. Avec nous également en plateau, Marcel Zoumenou, directeur de publication du quotidien La Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenou, bonsoir. Bonsoir Lénaïk, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision nationale. Première rubrique donc de cette émission, la revue de presse hebdomadaire. C'est une livraison de Marcel Arrossi. C'est parti pour les députés de la 9e législature en République du Bénin démocratique. Mais la fin de la 8e est toujours d'actualité. Il est immense selon le porte-parole de l'Assemblée nationale, le bilan de la 8e législature. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs selon la primeur, qui fait référence au discours de Louis Vlavonou en fin de mandature. Le journal relève une production législative laborieuse, en énumérant, entre autres importantes lois votées, la loi numéro 2019-41, modifiant et complétant la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin, la loi portant code électoral en République du Bénin, celle portant financement public des partis politiques, celle portant statut de l'opposition et place au-dessus de tout la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 intervenue par le biais de la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 après plusieurs tentatives infructueuses par le passé. Révision qui estime la primeur est venue bouleverser bien des inamovibilités. Mais si ces dernières années, les législatures qui passent se ressemblent, Fraternité espère que la 9e législature qui vient d'être installée ne ressemble pas à la précédente, s'appuyant sur le verdict des législatives du 8 janvier qui crédite l'Union progressiste Le Renouveau de 53 sièges, le Bloc républicain et les démocrates avec 28 sièges chacun. Et tout le monde le sait, si les deux premiers partis soutiennent les actions du chef de l'État, le troisième trouve ses marques du côté de l'opposition. D'ailleurs, la meilleure chose qui soit arrivée à la démocratie béninoise ces dernières années, selon Fraternité, c'est le retour remarquable de l'opposition à l'Assemblée nationale, qui aurait même des marges de manœuvre. Dans cet espace, poursuit le quotidien. Avec 28 députés, l'opposition animera bel et bien la législature qui démarre, bien qu'ayant en face une mouvance parlementaire majoritaire composée de 53 députés de l'Union progressiste, le Renouveau, et de 28 députés du Bloc républicain, soit 81 députés acquis à la cause du pouvoir. Pour le journal, d'abord, même si la probabilité est faible pour cette opposition d'être bien représentée au sein de la conférence des présidents, elle pourra bien agir ailleurs. Plus précisément, en dehors des débats en séance plénière sur des dossiers inscrits à l'ordre du jour, l'opposition pourrait participer aux travaux au sein des 5 commissions permanentes, indique Fraternité. L'autre possibilité qui s'offre aux députés se trouve dans les dispositions du règlement intérieur de l'institution au titre 4 relatif au contrôle parlementaire avec, entre autres, les questions orales, les questions écrites, les questions d'actualité, les interpellations, les commissions temporaires d'enquête et de contrôle et même les déclarations à la tribune de l'hémicycle. Les enjeux sont très grands selon la nation. Compromis et compromission, ruse et rage seront des alliés de ces acteurs qui joueront toutes leurs cartes parce que c'est la transition vers les élections générales et aucun acteur politique sérieux et ambitieux ne devrait prendre à la légère une telle échéance qui bien évidemment nécessite une préparation lointaine. D'où, selon le quotidien de service public, le branle-bas naissant juste au lendemain des législatives du 8 janvier dernier. Pour le journal, il ne serait pas exagéré d'affirmer que c'est au cours de cette mandature que se dessineront les ambitions pour la succession de Patrice Talon. Mais qui sera le vrai dauphin de Patrice Talon en 2026? Nous sommes à 3 ans de l'échéance et les spéculations vont bon train. Gaskiani Info pense que la lutte est déjà ouverte après des législatives remportées en janvier 2023 par les partis de la mouvance présidentielle. Mais le chef de l'État réussira-t-il à imposer un de ses hommes à sa succession en 2026 comme
comme l'ancien président Yahi Boni a tenté sans succès de le faire 10 ans plus tôt, la courte histoire de la démocratie béninoise a montré qu'à chaque alternance à la tête de l'État, c'est un outsider qui est plutôt élu en lieu et place des hommes politiques fabriqués par le président sortant. Nicéphore Soglo, Mathieu Kérékou II, Yahi Boni et même Patrice Talon ont été tous en leur temps des gens de la rupture, fait remarquer le quotidien. Dans un contexte où il n'est pas impossible qu'un opposant ou qu'un candidat soutenu par l'opposition réussisse à bouleverser les cartes de la mouvance présidentielle, du côté du président Talon, nombreux sont ceux qui pourraient être positionnés comme dauphins. Au nombre de ceux-ci, Gasquiani a pu citer des noms. Par exemple, celui que d'aucuns appelaient le vice-président avant même que le Bénin ait une véritable vice-présidente, Olivier Bokor. Un homme d'affaires très discret, voire secret, et sur qui peu de Béninois sont capables de donner d'autres détails à part son nom et sa légendaire amitié avec Patrice Talon. Johannes Dayon, lui aussi resté très discret, et le plus jeune d'entre eux, Romuald Wadayi, ministre des Finances depuis 2016. Dans le cercle plus élargi, le journal cite Joseph Diogbenou. Finissons avec la revue de quelques grands titres d'ici et d'ailleurs. La Nation, mise en œuvre de la diplomatie béninoise, des femmes aux commandes, fraternité, augmentation du nombre de sièges à l'Assemblée nationale, bureaux et cabinets privés, des conditions de travail à améliorer. Gasquiani Info, accident de la circulation, de meilleures routes pour éviter les drames. L'avenir en Côte d'Ivoire, où Fouet a bâti la paix, Ouattara l'entretient, Merkel en reçoit le prix. Notre voix, Bédier vole la vedette à Merkel. Le quotidien d'Abidjan, devant Angela Merkel et des chefs d'État africains à Yamoussoukro, Bédier accuse le régime RHDP de ruser avec la paix et la réconciliation. La Côte d'Ivoire peine encore à engager un dialogue franc et sincère. Merci à vous, cher Marcel Arossi, pour ce condensé de l'actualité relayée par les journaux au cours de la semaine. Les avis de nos invités en plateau, c'est dans 7 jours au Bénin. Boris Tougan, la 9e législature a été installée ce dimanche dans la matinée. Dépaysement pour les tout nouveaux, retrouvailles pour les anciens. Alors dites-nous, sur quel chantier attendez-vous ces parlementaires? Je suis heureux que désormais on ne va plus taxer le Parlement béninois de Parlement monocolore. Il y a tout un tas de refrains qui va quand même disparaître, donnant à notre démocratie et son rayonnement dans le temps. Moi, en tant que citoyen, mais par moment, porte-parole, même si ce n'est pas conventionnellement délégué, que les populations attendent que le Parlement renoue avec les débats et que le Parlement entre dans ses relations fonctionnelles avec le gouvernement et avec les autres institutions de l'État. Surtout que le contrôle de l'action gouvernementale soit plus prononcé, parce que la 8e législature nous a laissé un peu comme cloîtré dans une relation de partenariat où il n'y a pas tellement eu on n'a pas eu le sentiment que il y a souvent de débats entre le législatif et l'exécutif par rapport à certains projets, par rapport au vote des budgets. On a eu comme l'impression que tout passait comme une lettre à la poste. Donc, le Béninois lambda pourra espérer désormais que l'entrée de cette minorité d'élus démocrates change les donnes. Marcel Zoumenou, la 8e législature est désormais défunte, la 9e elle est naissante avec une présence de l'opposition. Alors, sous quel angle entrevoyez-vous le débat parlementaire dans les jours à venir?
Moi, je souhaite voir un Parlement dans lequel il y a des débats vifs, des débats fructueux. C'est pour cela qu'on parle souvent d'institutions du contre-pouvoir, c'est-à-dire que les représentants du peuple sont là pour contrôler l'action du gouvernement et pour dire ce que le peuple, défendre les intérêts du peuple auprès du pouvoir exécutif. Et ça a manqué énormément à notre Assemblée ces 4 dernières années. Je crois qu'avec cette Assemblée, on pourra retrouver tout cet entrain d'entendre, tout cet engouement pour les Béninois de suivre des débats parlementaires, toute cette envie de voir des députés qui défendent réellement les intérêts du peuple. Et je crois que c'est là que se trouve l'intérêt d'une assemblée où au moins on a quelques députés de l'opposition. Alors parmi ces députés de l'opposition, ceux qui comptez-vous? Il y a beaucoup d'inconnus au bataillon politique dans le lot. Oui, comme d'ailleurs dans la mouvance. Et quand moi je prends les 109 députés, je peux à peine reconnaître une trentaine. Ce n'était pas ce qu'on observait dans les autres parlements ou sur les 83. Moi je pouvais vous citer, je ne fais que du journalisme politique, vous citez sur les 83 près de 80 ou 75. Aujourd'hui, même dans UP, dans Bière, il y a beaucoup de gens qui viennent comme vous et moi, qui font leur première expérience politique à ce niveau de responsabilité. Ça, c'est un autre problème en amont qu'on doit régler. Mais sur les députés de l'opposition, je crois que sur les 28, il y a peut-être 4 ou 5 qu'on connaissait, dont on connaissait les pratiques et sur lesquelles on compte. Mais on aura l'occasion de découvrir d'autres. Il y a forcément d'autres valeurs parmi eux qui vont se révéler pendant cette législature. On n'est pas pressé de les voir. Que ce soit dans l'opposition ou dans la mouvance, on va avoir des valeurs, de nouvelles têtes qui vont émerger et qui pourront contenter nos espoirs. Boris Tougan, vous êtes un observateur de la scène politique, journaliste aussi. Alors, quand vous discutez un peu avec les concitoyens, quelles sont les attentes fondamentales de ce Parlement? La prise en compte des préoccupations des populations à travers la proposition de loi, parce que j'ai eu comme l'impression que la 8e législature n'a fait que valider des projets de loi, alors que la population aurait préféré peut-être qu'il y ait des propositions venant du Parlement. Plusieurs des projets de loi sont portés par le gouvernement. Donc, la loi sur le bail, par exemple, c'est une cerise sur le gâteau. La loi qui a été proposée par l'honorable Akenatonné, bon, ce sont ces exceptions-là, des personnalités fortes qui ont pu peut-être s'exprimer. Sinon, ce que nous avons suivi pendant 4 années, c'est que il n'y avait pas eu de production de loi en tant que telle venant des élus. Ah, mais la 8e législature revendique quand même qu'elle a eu à faire passer, à voter une pluralité de tests. Non, moi je parle des propositions. Des propositions, ok. Et non des projets. Des projets qui sont portés par le gouvernement. Mais il aurait été judicieux que les élus, même s'ils n'ont pas un mandat impératif, qu'ils proposent des lois en fonction des difficultés que rencontrent les populations. Je vais vous donner l'exemple terre à terre. Si un député propose une loi cadre par rapport aux impôts, ça n'aura pas le même contenu qu'une loi proposée par le gouvernement, puisque les intérêts ne sont pas les mêmes. Donc, c'est plus expressif quand on veut faire un bilan, quand le président de l'Assemblée nationale ou la législature finissante veut faire un bilan et qu'on dise, bon, voilà les projets de loi portés par le gouvernement et voilà les propositions faites par le Parlement. Ce serait plus clair et net. Mais ce n'est pas ce à quoi on a assisté. Et maintenant, le président Vlavonou n'avait pas de baguette magique puisqu'il avait dirigé un parlement composé de 2 partis politiques issus de la mouvance. Donc, il ne pourrait que faire avec. Maintenant, les donnes ont changé. Il y a l'entrée au parlement d'un parti de l'opposition, conduite par une personnalité forte telle que Éric Ondete, qui a l'habitude de ces grands rendez-vous. Donc, ça va changer véritablement les débats à l'Assemblée. D'ailleurs, pour cette raison, moi, le souhait que j'aurais bien formulé,
c'est que le président du Parlement ait la poigne et le contenu nécessaire, une personnalité ayant une pleine compréhension de la fonction pour que la conduite des débats au Parlement prenne de la hauteur, pour qu'on ne pense pas qu'il favorise un camp contre un autre, parce que ça risque de radicaliser les positions. Et au lieu qu'on assiste à des débats de personnes civilisées, on peut revenir dans les anciens souvenirs où certains élus s'étaient transformés en des tam-tameurs, ce qui n'avait pas présenté un bon visage du Parlement. Alors, quelles sont ces actions fortes, ces actions majeures qu'attendent les populations en matière de légifération à l'hémicycle? Je crois que pour moi, il faut d'abord que les députés se montrent un peu plus proches des populations. Vous savez, pendant la législature qui vient de finir, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et par exemple, le problème de la cherté de la vie était à un moment devenu un débat presque national. Et à aucun moment, on a vu un député porter la voix des populations pour défendre leur cause. Au contraire, ces députés ont attendu, par exemple, que le gouvernement organise une tournée pour accompagner la tournée du gouvernement. Ce n'est pas la posture normale d'un député. Et donc, pour moi, c'est que les députés se mettent dans la peau du vrai représentant des populations et qu'ils les défendent. Par rapport quelle est la posture d'un député dans un système, dans un régime politique, par exemple, où le gouvernement, lui, est dans l'option de miser la mobilisation des ressources à partir de l'assiette fiscale, de l'élargissement de l'assiette fiscale. Est-ce que, pour un bénévole lambda, est-ce qu'il faut multiplier autant les impôts pour lui, par exemple? Je crois que c'est des débats qui vont se poser avec la 9e législature, et je crois que c'est des débats sur lesquels il faut qu'ils prennent des positions qui soient claires, qui soient des positions. Aujourd'hui, quand vous discutez avec la plupart des bénévoles, même nous-mêmes inclus, on a l'impression que les impôts, ça vient de partout, et on se demande si on pourra continuer à supporter cela. En tout cas, c'est ce que les bénévoles que moi je rencontre me disent de plus en plus. Et donc, par rapport à ça, il faut trouver le juste milieu. Vous voyez quand même les fruits de ces recettes? Oui, oui, mais il faut voir plusieurs. Il faut bien faire un bon dosage, sinon, finalement, tout ce que le citoyen va gagner, il va payer les impôts avec tout. Et donc, voilà, c'est des débats sur lesquels il faut que les députés se positionnent et sur lesquels on veut entendre. Les problèmes récurrents, par exemple, du chômage, les problèmes d'avortement, des problèmes de protection des femmes, sont des débats qui devaient intéresser les députés sur lesquels les populations aussi... La femme n'a pas été moins protégée par la 8e législature. Oui, mais il faut poursuivre cela. Tout n'est pas réglé. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que malgré le vote d'un Sénat de 3 lois, il reste des problèmes toujours. Il reste des cas de plus en plus fréquents d'actes de violence à l'endroit des femmes qui se posent. Donc je crois que sur cette lancée-là, le gouvernement avait bien commencé, mais il faut poursuivre. Mais sur beaucoup d'autres problèmes, le problème de sécurité, le problème de chômage, des jeunes, il y a pas mal de sujets sur lesquels il faudrait quand même que les députés puissent se sentir dans leurs actions proches des populations et prendre des postures qui soient réellement des postures des populations à la base. Des gens qui n'ont personne, des gens qui, a priori, ne pourront jamais porter leur voix jusqu'à un président de la République ou à un ministre, mais il faudrait que les députés qui viennent de toutes ces circonscriptions électorales puissent porter la voix de toutes ces populations qui n'ont personne, mais qui ont des problèmes sérieux. Par exemple, les problèmes du foncier, aujourd'hui, c'est un débat national. Ça se passe partout. Et il y a des réformes qui sont annoncées. Quelle peut être la posture d'un député par rapport à ces réformes qui sont faites? Est-ce qu'il faut laisser les choses en l'état ou corriger un peu les choses? Je pense que c'est des sujets sur lesquels il faudrait qu'on puisse sentir les députés dans cette législature qui vient de s'installer. À souligner, pour finir avec ce sujet, que cette législature est une législature de transition. Oui, de 3 ans, avec la particularité que
il y a ce qui me retient mon attention, hein, il y a tout au moins une trentaine de femmes. C'est inédit. Et contrairement à ce que certains pensent, Oui, une trentaine. Contrairement à ce que certains pensent, moi je pense que la réforme du système partisan a produit des effets, des résultats qui m'intéressent moi. Parce que quand vous voyez, le personnel parlementaire, c'est-à-dire les députés, ça a été renouvelé à 70%. Pour ma part, je ne peux pas payer des gens pendant 4 ans qui n'ont pas produit un seul résultat, qui n'ont pas proposé de loi. Il y en a qui sont là depuis 4 ou 5, qui étaient là depuis 4 ou 5 législatures, qui ont été déboulonnés. Mais pendant tout ce temps, ils n'ont pas proposé de loi. Donc pour moi, ce n'est pas pertinent de les ramener. Donc moi, je pense que nous devons nous réjouir du fait qu'il y a eu ce renouvellement-là. Et déjà, j'entends parmi les nouveaux élus qu'il y a déjà même des gens qui proposent des lois par rapport à la sécurité routière suite au drame de Dassa. Et moi, je pense déjà qu'on peut espérer que des personnes qui sont dépassées par les événements ne reviennent pas au Parlement. Focus à présent sur les sujets ayant un caractère d'extranéité, c'est dans la rubrique Interactu. Sergueï Lavrov était au Mali cette semaine dans un contexte où la junte au pouvoir manifeste son hostilité vis-à-vis de la France et compte désormais sur les béquilles russes. Cette visite vient donc plus que jamais consolider le renforcement de l'axe Moscou-Bamako. Oui, tout à fait. Et depuis environ 2 ans, et la junte militaire au pouvoir au Mali a fait l'option claire de s'affranchir un peu du joug de la France et de chercher d'autres partenaires. Je crois que c'est tout à fait logique de ne pas faire les mêmes choses tout le temps. Et donc moi je ne suis pas surpris de voir Sergueï Lavrov qui par ailleurs est aujourd'hui considéré comme la deuxième personnalité du système de Poutine. Après Poutine, c'est Sergueï qu'on voit partout. Et donc sa présence à Bamako, pour moi, c'est la preuve que le Kremlin a pris très au sérieux ses relations, son influence en Afrique aujourd'hui. Vous savez que la Russie est dans une option de campagne en Afrique pour chercher des partenaires dans un continent où la plupart des grands pays sont soit sous allégeance de la France ou de la Grande-Bretagne. Et donc pour un pays comme celui-là qui a un passé vierge en Afrique, il vient comme un partenaire tout à fait nouveau. Et je crois que c'est sur ça que la Russie surfe aujourd'hui pour capter certains pays, en surfant surtout sur les problèmes sécuritaires qui déstabilisent la plupart des pays du Sahel et qui amènent ces pays à douter un peu de la sincérité de toutes les offres que la France leur propose. Et donc pour moi, c'est aux pays et surtout aux habitants de faire l'évaluation et de voir la plus-value que cette relation va leur apporter. Et pour le moment, c'est trop tôt pour faire cette évaluation. Il faut une coopération dans le temps pour évaluer. La France a fait des décennies en Afrique. On ne peut pas dire qu'il faut faire seulement 1 an, 2 ans pour dire oui, la Russie est mauvaise ou elle ne l'a pas. Mais ce que moi, je dois dire par rapport à ça, c'est que nous avons connu la guerre froide. Et pendant la guerre froide, il y avait déjà certains pays africains qui s'étaient détachés des Occidentaux et qui s'étaient alignés dans le bloc socialiste. Et le Bénin, sous le président Kékou, pendant la Révolution, était du côté de ces pays qu'on dit de l'Est, c'est-à-dire la Russie, la Chine, Cuba et autres. Plusieurs cadres béninois de l'époque avaient été formés en Russie et en Ukraine. Et donc, en dehors du Bénin, il y avait d'autres pays qui avaient fait cette option. Je crois que la Guinée, Sékou Touré aussi, avait fait cette option. C'est à ces pays de valuer ce que cette relation leur avait apporté. Pour moi, personnellement, et ça c'est un avis personnel, c'est que quand j'évalue un peu la relation, ce que le Bénin a gagné pendant la guerre froide avec son alliement
à gauche, ça ne nous a pas apporté grand-chose. La preuve, on était à gauche et pourtant, le président Kérékou avait eu des difficultés ici pour payer les salaires. Et donc, au regard de tout ça, je ne dis pas que ce que le Mali fait aujourd'hui, c'est mauvais. Aujourd'hui, il y a un peu comme ce qu'on dit, le sentiment anti-français qui fait que systématiquement, on dit tout est mauvais, il faut rompre. Mais il faut d'abord évaluer réellement cette relation et savoir ce qu'on peut rompre. Mais le contexte n'est pas forcément le même. Le Soudan, la Russie qui renforce sa présence sur le continent africain, dans les pays acquis à sa cause, cette visite du ministre russe des Affaires étrangères n'est pas une mince actualité, ce n'est pas un événement mineur. Pas du tout. Sergueï Lavrov, c'est le visage de l'offensive diplomatique russe. Avant sa venue, il y a déjà eu des prémices. Vous avez vu que la France a été virée, et remplacée par le groupe Wagner. Et il y a eu les équipements militaires, puisque quand j'ai vu les éléments de langage utilisés désormais par Assimi Goïta, il a eu de l'assurance. Parce qu'il a dit, moi j'ai suivi un de ses discours, il dit que maintenant, qu'il peut aller au front. Un militaire, quand un militaire dit qu'il peut aller au front, ça veut dire qu'il a de l'équipement. Donc, moi, je pense que c'est pour s'assurer que le terrain est désormais conquis que le ministre des Affaires étrangères est venu. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que il y a comme un peu de la précipitation dans tout ce qui est fait là, parce que un État ne prend pas des décisions aussi graves comme ce que je vois là. Parce que c'est comme si, bon, les jeunes militaires qui sont au pouvoir au Mali veulent répondre du tac au tac. Mais moi, pour ma petite expérience, j'estime que il va falloir opter pour les partenariats bilatéraux. Puisque si ils mettent tous leurs œufs dans un même panier, on ne sait pas ce qui adviendra. Parce que la Russie aujourd'hui est en guerre, et il y a beaucoup de fronts qui sont ouverts. La Russie est en Centrafrique. Ouais, je ne vois pas, du point de vue, avec les chiffres que j'ai, avec quels moyens la Russie pourra entretenir tous ces partenariats. Donc, pour moi... Alors, pour répondre à Marcel Zoumenou, par rapport aux probables retombées de ce partenariat russo-africain, comparativement à l'époque de la guerre froide? C'est cet aspect que j'allais aborder pour dire que il y a beaucoup d'ambition. Mais la visée propagandiste que j'observe n'est pas forcément suivie de moyens, puisque la guerre en Ukraine montre les faiblesses et les limites de ce pays-là. Il est bien vrai que, bon, on fait de la communication de crise en faisant croire que, bon, tout est rose, mais ce que Poutine avait prévu en se lançant dans cette campagne en Ukraine, c'est qu'en deux semaines, il aurait déjà bouclé l'affaire, mais ça s'éternise. Donc, moi, je pense que les jeunes militaires qui arrivent au pouvoir, surtout en Afrique de l'Ouest, ils doivent prendre du recul et discuter avec les stratèges pour qu'on leur fasse les bonnes formules. Sinon, ils vont se rendre à l'évidence que ils ont écouté les belles paroles de Poutine et de son entourage, mais ce n'est pas évident qu'ils puissent avoir le ciel et la terre qui leur sont promis. Quand vous analysez les angles de discussion entre les autorités maliennes et le patron de la diplomatie russe, à quoi peut-on s'attendre dans les médias? Non, je crois que pour ce que... C'est vrai que quand j'ai lu les communiqués du gouvernement malien, du porte-parole du gouvernement et puis du ministère des Affaires étrangères, on a annoncé beaucoup de choses. Mais je sais que le premier segment sur lequel les Russes sont les plus promptes, les plus efficaces, c'est le segment militaire, l'équipement militaire. Et donc pour ça, je crois qu'ils ont déjà fourni des hélicoptères à l'armée malienne et je crois qu'ils vont renforcer cela.
Et il faut préciser que quand on dit cela, ce n'est pas que la Russie vient comme un philanthrope et leur donne ça gratuitement. Non, la Russie vend les choses. La Russie a beaucoup d'équipements militaires qu'elle vend et pour gagner de l'argent aussi. Et donc, c'est déjà ça. Après cela, on a annoncé beaucoup de choses dans le civil, mais ce n'était pas détail, ce n'est pas clair. Mais je crois que ce que la Russie va apporter, ça c'est encore un point de vue personnel, n'atteindra par exemple ce que la France et l'Union européenne apportent à beaucoup de pays en Afrique. Et donc, c'est pourquoi il dit, c'est aux dirigeants aujourd'hui d'évaluer. On pouvait avoir une diplomatie un peu mesurée, avoir la Russie et toujours maintenir les anciens partenaires, que de chasser totalement les anciens partenaires d'amener. Je crois que c'est aux militaires de voir et d'évaluer. Mais pour moi, personnellement, on ne gagne rien à être dans une position totalement tranchée contre la France. Aujourd'hui, tous les pays africains francophones ont des griefs contre la France sur un certain nombre de sujets. Mais là aussi, il faut discuter. Avoir des dirigeants qui puissent avoir le courage de dire, dans le cas de certains partenariats, nous ne pouvons pas signer ça, nos intérêts sont menacés, et refuser simplement. Parce que la plupart des choses pour lesquelles on accuse la France, c'est encore nos dirigeants qui signent ces choses-là. Et donc pour moi, si moi j'étais à la place de Assimi Goïta, ou bien du capitaine Traoré, ou bien de l'autre, c'est de mesurer tout ça là et d'avoir une politique modérée. Quand il prend par exemple le cas du Togo, Robert Doucet, qui est le ministre togolais des Affaires étrangères, pour moi, je l'apprécie très bien, qui à la même tribune où l'ancien ministre du Mali était allé faire un discours. Et un discours très violent, un discours avec ses envolées lyriques. À la même tribune, Robert Doucet a dit les mêmes choses, mais dans un langage diplomatiquement acceptable. Et donc, le truc ne suffit pas de faire le gros dos, d'être dans un discours d'attaque, ça n'apporte rien, surtout pour des pays comme les nôtres où on a encore des défis élémentaires comme avoir de l'eau potable pour nos populations, soigner nos populations. Je crois qu'il faut avec la manière et avoir des dirigeants qui puissent dire non quand il le faut, dire oui quand il le faut. Je crois que tout le travail est là, mais c'est eux qui dirigent leur pays et qui savent ce qu'ils veulent et au final ils vont faire le bilan avec leur population pour savoir si l'option qu'ils ont choisie aujourd'hui, c'est l'option qui est la plus rentable. Mais je rappelle que les pays comme africains, comme le Bénin, comme la Guinée-Conakry, qui ont fait des options dans le passé au temps de la grève froide, quand il fait le point, vous persistez, vous signez. Ça n'a pas apporté grand-chose. Bamako pour l'instant, Ouaga et Conakry, peut-être bientôt. Oui, naturellement, puisque c'est une campagne continentale. Et je vois que les stratèges qui sont autour de Poutine lui demandent de chercher des répondants ou tout au moins des supporters en Afrique, puisque quand il voit les nouveaux accords et les nouvelles alliances transatlantiques, ils se disent que peut-être que leurs rivaux, c'est-à-dire les États-Unis et les pays de l'Europe sont en train de préparer la Troisième Guerre mondiale. Donc, le grenier dans lequel ils peuvent aller puiser, c'est l'Afrique. Et il y a des pays où des diplomates russes descendent, on n'annonce pas. Ils sont en train de faire du lobbying sous-marin. Donc, j'estime que c'est de bonne guerre. Mais dans ce bras de fer, c'est à l'Afrique de trouver le bon timing et les bons positionnements pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Parce que ceux qui viennent nous proposer ciel et terre ne sont pas des enfants de cœur. Ils viennent pour leurs intérêts. Nous allons changer de registre en restant pratiquement dans le même sillage. De son côté, Zelensky effectue sa tournée européenne, Paris, Londres, Bruxelles. Partout, son discours est le même. Il s'agit d'acquérir des armes et des avions de combat afin de mieux faire face à l'agresseur russe.
Oui, bon, lui, je le comprends, ça a été toujours sa posture depuis le début de cette guerre. Au début, il avait donné l'impression de discuter, mais je crois que il est comme Poutine, malheureusement. Et les deux présidents qui sont en guerre sont les mêmes. Et lui, il est reconnu par le soutien d'un pays comme les États-Unis, des pays de l'Union européenne. Et il n'est jamais fatigué de demander. Je le vois chaque fois quand il parle, c'est de demander plus aux pays occidentaux, comme si c'est les pays occidentaux qui sont en guerre. Bon, moi, je le comprends, hein, puisque il est victime d'une guerre qui n'est pas la sienne. En réalité, l'Ukraine fait une guerre par procuration pour les Occidentaux. Et donc, je comprends pourquoi il est... Vous pensez donc, comme beaucoup, que l'Ukraine se laisse instrumentaliser dans ce conflit? Oui, pas trop instrumentalisé, mais on sait que c'est parce qu'il est du côté des Occidentaux que l'ami, le grand voisin de l'Est ou de l'Ouest est en train de le frapper. Et donc, il dit, ben, c'est à cause de vous que j'ai tout ça là, donc aidez-moi. Je comprends sa position. Mais je crois qu'il faut qu'on arrête quand même cette guerre. Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas dans l'intérêt des patrons du monde, ceux qui fabriquent les armes et qui ont tous leurs intérêts à maintenir les guerres. Je ne sais pas si c'est dans l'intérêt d'arrêter cette guerre. Mais moi, franchement, je ne sais pas ce qu'on y gagne. Parce qu'à cause de cette guerre, aujourd'hui, les céréales ont coûté plus cher, les engrais agricoles coûtent plus cher, le blé coûte plus cher, le pain coûte plus cher. Et donc, pour nous autres, en tout cas africains, voilà les conséquences sur nous. Et donc, et puis, sans oublier que Wagner fait des recrutements en Afrique pour recruter des Africains pour les envoyer au fond. Et déjà, il y a certains corps qui reviennent dans les villages en Afrique, les gens pleurent. Et donc, nous, on paie le prix pour une guerre dans laquelle on n'a aucun intérêt. Et donc, pour moi, c'est qu'il faut arrêter cette guerre-là. En tout cas, s'ils ont des problèmes, il faut qu'ils s'entendent sur les questions de l'OTAN et puis trouver un accord. Je crois qu'ils peuvent s'entendre, même si les positions se sont radicalisées, ils peuvent s'entendre pour nous éviter. Mais je vois que et Zelensky et Poutine, aucun d'eux n'a intérêt à cela. Chacun d'eux fait chose là. Poutine donne l'impression de reculer, après il frappe encore et puis ça continue. Et on ne sait pas pendant combien de temps ça va durer cette guerre. Et quelles sont les conséquences, combien de gens vont périr et puis finalement qui va gagner au bout du rouleau et quelle sera la nouvelle géostratégie qui va émerger de cette guerre. Donc moi personnellement je suis contre cette option de Zelensky. Nous devons aller plus vite que notre agresseur. Là, je reprends les mots de Zelensky qui veut contrecarrer l'offensive russe. Alors, mais pour Emmanuel Macron, il y a des priorités. Actuellement, oui, il faut acquérir des armes, mais par rapport aux avions de combat, les avions de chasse, les pilotes ukrainiens ne seraient pas encore en mesure de pouvoir conduire certains d'entre eux. Ah, mais vu l'urgence, on peut trouver un palliatif. On peut trouver une solution à cette carence. Parce que, contrairement à ce que... Moi, j'ai suivi les discours de Macron, mais j'ai comme l'impression qu'il n'a pas cerné l'urgence. Puisqu'il y a des gens qui meurent en Ukraine. Et je suis ulcéré quand on me dit qu'on a attaqué un pays souverain pour avoir pris une décision qui relève de sa pleine compétence. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ne relève pas on n'a pas besoin d'autorisation de Poutine pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Si au XXIe siècle, un vandale se lève et commence à tuer des citoyens de notre pays pour cette raison, moi, ça me pose un problème d'éthique. Donc, moi, j'estime que les réponses qu'on a servies à Zelensky, pour moi, me laissent sur ma faim. Est-ce que désormais, nous allons laisser les plus forts dicter leurs lois? C'est une guerre civilisationnelle. En Russie, aujourd'hui, il n'y a pas d'opposants. Même les opposants qui ont pu sortir du pays, on les poursuit pour aller les empoisonner. Est-ce que désormais on peut laisser la Russie venir frapper sur le Bénin? Donc c'est une question existentielle. Si on lui laisse la main, quand il va finir avec l'Ukraine, il passera en Pologne, et après peut-être qu'il va attaquer l'Allemagne. Donc moi je pense que la responsabilité et la gravité de ce qui se passe doit nous amener à prendre les décisions qui s'imposent. Et moi j'attends que
l'ONU prenne une décision pour qu'on s'unisse, pour préserver tout ce qui nous reste comme liberté. Je ne comprends pas que... Je ne comprends pas... Oui, je ne comprends pas que Zelensky soit obligé de se déplacer pour aller demander des armes. Vous voulez répondre à Boris Soudan? Non, je disais que l'ONU ne peut pas prendre une décision parce que on sait que c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'occupe des questions de guerre. Et dans ce Conseil de sécurité, il y a très bien la Russie qui est présente, qui fait partie des 5 pays. Et chacun qui dispose du droit de veto a le droit de veto. Chacun qui aura une résolution, je crois que la Russie va bloquer ça. Pour la Libye, on n'a pas attendu cette formalité avant de frapper. Oui, parce que la Russie n'est pas la Russie. Et les intérêts ne sont pas les mêmes. Donc maintenant, il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Ce soutien militaire des partenaires européens va-t-il réellement permettre à l'Ukraine de faire face à la Russie, de se relever face à la Russie? Oui, puisque ça leur permet de tenir devant une guerre contre ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est deuxième ou troisième puissance militaire du monde. Personne ne s'y attendait, on attendait une guerre éclair. Eux-mêmes, les Russes ont annoncé une guerre éclair de 2 semaines, 10 jours. Et mais on est dans plus d'1 an déjà, non? Plus d'1 an déjà. Et donc ça tient, ce petit pays-là tient. Donc c'est à cause de ce soutien des Occidentaux qui tient et qui continue à tenir grâce à ce soutien-là. Et moi, je crois que Zelensky a raison de demander chaque fois de ne jamais être fatigué, de demander des armes, des chars. Il n'avait pas besoin de demander. On doit le fournir. Oui, puisque la cause est comme oui. C'est comme si... Effectivement, il y a une cause de souveraineté qu'il ne faut pas nier aujourd'hui, quelle que soit la raison de Poutine. Il ne peut pas se lever et attaquer un pays. C'est comme si nous, on accepte que... Bon, parce que le Bénin fait des politiques ici qui n'intéressent pas le Nigeria qui est la puissance à côté de nous. C'est le même matin, il nous envahit. On ne va jamais accepter. C'est pourquoi je dis parfois à mes frères, mes amis africains qui soutiennent les choses là, je dis, mais je prends l'exemple du Nigeria, du Bénin. Est-ce que vous serez d'accord à accepter que aussi, nous prenons une position parce que nous voulons entrer dans un groupe et le Nigeria n'est pas d'accord. Le Nigeria se lève un matin, nous attaque pour dire bon, je suis pas d'accord parce qu'à côté de moi, je veux avoir un précaré, je veux être en sécurité. Je crois que sur ces questions, il faut discuter au lieu d'attaquer. Et c'est là peut-être que Poutine, pour moi, n'a pas fait une bonne option. Et s'il perdait la guerre, ça va être très suicidaire pour la Russie et pour la géopolitique mondiale. Finissons avec la dernière rubrique de cette émission, les potins de la toile. Avalanche de témoignages sur la toile suite au décès de René Delin Zinsou, le père de l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou et frère de l'ancien président de la République, Émile Delin Zinsou. Alors, qu'est-ce que vous regardez de l'homme, Boris Soudan? J'ai regardé l'image d'un personnage rassis, posé, surtout un intellectuel de grande culture, parce que j'ai eu l'occasion, par l'effet de providence, de l'avoir croisé en 2016 à quelques reprises. Et ça a attisé ma curiosité pour aller chercher à savoir quel est son profil. C'est un médecin, d'abord un médecin chirurgien, puis professeur et enseignant de médecine. Mais au-delà de cela, c'est un homme, je disais tantôt, de grande culture, qui a une large ouverture d'esprit et qui a participé à beaucoup de combats politiques. Et je suis un peu laissé sur ma faim parce que il aurait pu attendre et accompagner un peu plus la jeunesse, puisqu'il je connais beaucoup d'amis qu'il parraine sur des activités et le parrainage intellectuel. Donc je pense que c'est une perte, c'est une grosse perte. Que laisse René Delin Zinsou en héritage à la jeune génération? Non, je crois que sur René Delin Zinsou et sur les Zinsou, la famille Zinsou, qui est une grande famille d'intellectuels béninois, c'est la rigueur d'abord. Et puis, c'est des gens qui sont partis de loin et pour aller au niveau de l'élite. Quand tu prends
les deux pères Zinsou, je parle d'Émile Derlin et de son jeune frère René, ils ont atteint l'élite dans leur domaine. Et je crois que c'est deux exemples-là de gens travailleurs, d'intellectuels assez racés qui sont partis de... Je rappelle qu'ils sont partis d'un petit village de Savalou qu'on appelle Koutago pour immigrer vers Ouida. Et après, on les prend peut-être à tort ou à raison pour des gens de Ouida, mais ils sont de Savalou. Et donc, c'est le premier exemple que je vois. Et de lui, moi, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer dans la foulée de la présidentielle de 2016, puisqu'il faisait assez de rencontres chez lui pour rallier des gens à la cause de son fils. Mais il l'a rencontré seulement l'année passée ou l'année surpassée à la banque. Il était venu avec son neveu et Thomas qui lui gardait la main. Et je vois qu'il était fatigué, mais on l'a fait asseoir. Je crois qu'il était venu pour se faire régler, pour régler un problème. Et je l'ai abordé, on a tellement causé. Et puis, il m'avait trouvé intéressant, il m'a invité de venir le voir à la maison pour continuer la discussion. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aller le voir à la maison. Mais je sais que c'est un grand profil. Il a été médecin personnel du président Senghor, médecin personnel du président Bongo, à un moment aussi médecin de Mandela. Et comme l'a dit mon ami confrère Boris, c'est qu'il a atteint l'élite de la médecine, au point où l'Académie française de chirurgie l'a coopté pour être membre. Et donc, pour dire, il a une vie professionnelle accomplie. Et donc, je crois que pour moi, l'exemple qu'on peut tirer de lui, c'est deux exemples-là, de quelqu'un qui professionnellement a été exemplaire dans son domaine. La politique, il n'a pas fait trop, c'est son grand frère qui a été notre président ici, qui a fait la politique. Et lui, il est rentré un peu en marge, mais je crois que l'image que je tiens de lui, c'est l'image de tous les Insous. C'est une famille d'intellectuels, une famille d'élite, une famille de bourgeoisie. On vous aura compris. Merci à vous, Marcel Zoumenou, directeur de publication du quotidien La Nouvelle Tribune. Avec nous pour ce décryptage de l'actualité nationale et internationale, c'était aussi Boris Sougan, directeur général du quotidien L'Enquêteur. Ce sera donc tout pour Club Média 7 de ce dimanche. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs. À dimanche prochain.